Silence. La poussière. Le grondement des pas et des milliers de lances étincelant sous le soleil. Dans la plaine, sous la ville de Carthage, de la fumée, des cris et l'odeur de chair brûlée. Ce jour-là, les Romains ont anéanti 300 000 adversaires. Sans canon, sans poudre, sans explosion. Seul l'acier, la discipline et la froide arithmétique de la mort. Qu'est-ce qui rend une armée capable d'effacer tout un peuple en une seule journée? Et à quel prix une telle grandeur est-elle atteinte? La réponse est cachée au cœur même de la machine de guerre romaine, dans un événement qui est devenu le symbole d'une efficacité militaire absolue et de l'horreur tout à la fois. Les historiens ont écrit « Cela s'est produit pendant la Troisième Guerre punique, en l'an 146 avant notre ère. Rome a assiégé Carthage, une ville antique qui régnait autrefois sur les mers. La ville était défendue par des habitants et des mercenaires, environ 300 000 personnes au total. Les Romains, environ 80 000. Selon Appien, la bataille a duré 6 jours, et le dernier jour, la ville s'est transformée en cimetière. Le cœur de cette armée, une structure de fer où chaque homme était une partie d'une machine vivante. Ce principe était appelé disciplina militaris, la discipline militaire, l'obéissance absolue à l'ordre. Le légionnaire ne pensait pas, il exécutait. Son corps était une arme et sa volonté, un morceau de fer, trempé dans des centaines d'exercices. Imaginez non pas un champ de bataille, mais un moulin géant. Chaque pas précis, chaque coup affûté. Les légionnaires se déplaçaient comme un seul organisme, broyant la chair de l'ennemi avec un rythme froid. Quand Carthage tomba, le feu a tout englouti. Les murs, les temples, les greniers. Les Romains ont brûlé la ville jusqu'aux cendres et ont mélangé les cendres avec du sel afin que la terre ne produise plus jamais. Mais pour comprendre comment Rome en est arrivée là ce jour-là, il faut revenir à la manière dont cette machine a été créée. Non pas d'acier, mais de peur, de faim et de calcul implacable. Autrefois, ces guerriers étaient de simples paysans. Ils étaient censés servir dans l'armée seulement une saison, puis retourner à la charrue. Mais les réformes de Marius, menées quelques décennies avant Carthage, ont tout changé. L'armée est devenue professionnelle. Désormais, le service n'était plus un devoir, mais une carrière. Le soldat vivait aux dépens de l'État et était lié à son général. Cet homme, le légat, était pour lui à la fois juge, père et Dieu. Le légat savait que toute faiblesse tue. Il exigeait de ses hommes ce que personne d'autre n'exigeait. Des marches de 30 km avec une charge de 40 kg, des nuits à la belle étoile, des entraînements jusqu'à l'épuisement. Les plus endurants devenaient centurions, des officiers qui menaient les Romains au combat à pied, devant leurs hommes. Les archéologues ont trouvé sur le site de Carthage des pointes de pilum, de lourdes lances de jet d'environ 2 mètres de long. Elles transperçaient le bouclier et s'y accrochaient, privant l'adversaire de la possibilité de se défendre. Cette conception mortelle n'était pas seulement une arme, mais une métaphore de toute la stratégie romaine. Rendre l'ennemi impuissant, puis l'achever. Carthage était riche et puissante, mais face à une telle machine, elle n'avait aucune chance. Les Romains avançaient pas à pas, méthodiquement, comme s'ils ne tuaient pas des hommes, mais accomplissaient une tâche d'ingénierie. Chaque ordre, chaque coup de lance était mesuré comme une ligne de dessin technique. Et pourtant, avant que l'épée de Rome ne s'abatte sur Carthage, des milliers de mains préparaient ce coup depuis des années. Quelque part dans l'ombre, les généraux construisaient des camps, calculaient les rations et les itinéraires de marche, rassemblaient le grain, forgeaient les épées. Tout cela pour un seul jour, le jour où la terre sous Carthage deviendrait le lieu où l'humanité découvrirait pour la première fois ce qu'est la destruction totale. Pour comprendre comment Rome a pu organiser une telle perfection meurtrière, il faut se pencher sur ce qui reste habituellement en coulisses, la préparation. Car chaque grande victoire de Rome ne commençait pas par une bataille, mais par une planification qui durait des mois. Quand le Sénat décida d'anéantir Carthage, ce ne fut pas l'émotion qui prévalut, mais un calcul froid. Au début, il y avait les chiffres. Pour le siège de Carthage, il fallait environ 80 000 guerriers, 600 navires, des dizaines de milliers de tonnes de céréales et de vin. Rien que pour acheminer les provisions, Rome mobilisa des centaines de mules et de chariots. Chaque légionnaire portait avec lui une réserve de nourriture pour 3 jours, le poids de son équipement, jusqu'à 45 kg. Sur son dos, un paquet roulé contenant de la vaisselle, des vêtements de rechange et des pieux en bois pour fortifier le camp. Dans ses mains, un bouclier, une épée et une lance. Les soldats se nommaient les mulets de Marius. Ainsi apparut le terme, devenu presque un surnom, les mulimarii.
Ce n'étaient pas de simples guerriers, mais des machines vivantes, habituées à porter leur propre poids et à ne pas se plaindre. Chaque matin, ils parcouraient 20 kilomètres avec tout leur équipement, et le soir, ils creusaient un fossé et érigeaient un camp, aussi droit qu'à la règle. Les Romains ne construisaient pas de camp temporaire. Chaque camp était une copie parfaite du précédent. Un carré avec des tours de guet, des rues intérieures et un espace pour les commandants. Le centre était occupé par l'état-major, le prétoire. C'est là que se réglaient les questions d'approvisionnement, de punition et de récompense. Si quelqu'un enfreignait la discipline, par exemple s'endormait à son poste, il était battu à mort par ses propres camarades, non par cruauté, mais pour la survie. Car dans la logique romaine, 1 heure de sommeil pouvait coûter la vie à une légion entière. Un tel ordre créait un type d'homme particulier. Non pas un héros, mais un exécutant. Il ne devait pas penser, seulement agir. Comme l'écrivait Polybe, les Romains vainquent non par leur bravoure, mais par leur habitude du travail. Cette habitude devint leur arme principale. Pendant la préparation du siège de Carthage, le légat Scipion Émilien, petit-fils du grand Scipion l'Africain, commandait. Jeune mais expérimenté, il comprenait. Un siège est une guerre de temps. Et si Carthage tenait grâce à ses murs, alors il fallait détruire les murs. Les guerriers creusaient des sapes, construisaient des remblais et des tours, d'où ils pouvaient bombarder la ville. Ils travaillaient jour et nuit, sous la canicule et la pluie, jusqu'à ce que leurs doigts se fendent à cause du sel et du sang. Les archéologues ont trouvé dans les couches de Carthage les vestiges de ces machines de siège, des poutres calcinées et des pointes de flèches incrustées dans les briques. Ce sont les témoins muets du génie d'ingénierie romain. Le mot ingénieur, à cette époque, sonnait différemment. Faber. C'est ainsi qu'on appelait les maîtres qui construisaient les catapultes et les tours. Ils étaient le cerveau de l'armée. Un seul calcul erroné, et la tour s'effondrait, ensevelissant des dizaines de soldats. Mais les Romains avaient même élevé la guerre au rang d'artisanat. Chaque mouvement de l'armée de Scipion ressemblait à un spectacle militaire. Tambours, signaux, étendards, ordre des centurions. Ce chaos sonore était en réalité un système de communication idéal. Quand le trompettiste donnait le signal, des dizaines de milliers d'hommes changeaient de formation simultanément. L'un des anciens termes qui transmet la quintessence de ce phénomène est le contubernium. C'est ainsi qu'on appelait un groupe de 8 soldats qui vivaient, mangeaient et combattaient ensemble. C'était l'unité minimale de l'armée. Ils partageaient le pain, l'eau et la peur. Si l'un tombait, les autres le couvraient jusqu'à son dernier souffle. C'est dans les contubernia que naissait un sentiment de fraternité qui rendait les Romains invincibles. Mais c'est précisément la discipline et l'ordre qui se transformaient en quelque chose de terrifiant pour l'ennemi. Tandis que les Carthaginois s'agitaient entre les tours, les Romains s'approchaient pas à pas. Ils ne se pressaient pas, ne criaient pas. Leur ligne régulière ressemblait à un front orageux qui recouvre lentement la terre. Les historiens ont écrit qu'avant l'attaque finale, Scipion ordonna de couper tous les ponts menant au camp, afin que personne ne songeât à la fuite. Et ce n'était pas un geste de désespoir, mais une méthode. Il voulait que chaque soldat comprenne. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand cette armée se rassembla sous Carthage, elle n'était plus une simple troupe. C'était un instrument de l'histoire. Chaque homme connaissait sa place et le prix de l'erreur. La guerre pour eux avait cessé d'être une question d'honneur. Elle était devenue une mathématique où la victoire se calculait comme une formule. Et si à ce moment-là, quelqu'un avait regardé la plaine depuis la colline, il n'aurait pas vu une foule, mais un mécanisme vivant, des milliers de corps se déplaçant à l'unisson, comme des engrenages. Rome ne se préparait pas à une bataille, mais à une démonstration de pouvoir absolu sur la volonté humaine. Ensuite, devait commencer ce pourquoi toute cette machine avait été créée. Le jour où Rome transformerait sa préparation en cendres et en sang. Un jour qui entrerait dans l'histoire comme l'exemple que même sans arme à feu, l'homme est capable de créer l'enfer sur terre. L'aube du 6e jour du siège de Carthage. Le soleil se levait sur la mer et ses rayons se reflétaient sur les boucliers, comme des milliers de miroirs. Le silence était si épais qu'on entendait le vent agiter les poutres calcinées des maisons détruites. Puis un son retentit, court, métallique, froid. C'était le signal de la trompette. Rome s'avança. Selon les témoignages des auteurs antiques, la ville n'avait déjà presque plus de réserves d'eau et de nourriture à ce moment-là. Les défenseurs, épuisés par la faim, se tenaient sur les murs, avalant l'air sec. Les Romains s'approchèrent de près, alignés en rang. Devant, les fantassins lourds, derrière eux, les archers et les lanceurs de javelots. Chaque pas était accompagné du cri bref d'un centurion, comme si des coups de marteau marquaient le rythme.
À ce moment-là, l'une des formations les plus reconnaissables de l'armée romaine prit vie. La formation de combat en tortue, appelée testudo. Les soldats levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête et les joignaient sur les côtés, formant une carapace de métal et de cuir. De l'extérieur, cela ressemblait à une forteresse mouvante. Les pierres et les flèches, lancées depuis les murs, rebondissaient avec un bruit sourd sur cette armure vivante. Sous la protection de la testudo, les légionnaires s'approchaient du pied du mur et installaient des échelles. Les uns montaient, les autres brisaient les portes avec des béliers. Ces énormes poutres, renforcées de fer, étaient appelées béliers, ariettes. Elles étaient mises en mouvement par des dizaines de soldats. Chaque coup résonnait dans l'air d'un grondement, semblable à un cœur battant avec fureur. En bas, au pied du mur, se déroulait une autre bataille, invisible. Les sapeurs romains incendiaient les étais en bois, affaiblissant les fortifications carthaginoises. Quand une section du mur s'effondra, Scipion donna le signal. Au même instant, des milliers de voix retentirent d'un cri de guerre. « Mars en avant !» Et les légions, comme une avalanche, se ruèrent dans la brèche. Ce qui s'ensuivit, les anciens le décrivirent avec horreur. Les Romains avançaient dans les rues méthodiquement, quartier par quartier. Il n'y avait pas de chaos, pas de bataille au sens habituel. C'était un nettoyage. D'abord venaient les lanceurs de javelots, les vélites, lançant des pilums dans les fenêtres et les ruelles. Derrière eux, l'infanterie lourde achevait ceux qui tentaient de se cacher. Le pilum, c'est une lance romaine particulière, fine à la pointe, avec une hampe de fer souple. Après l'impact, elle se pliait, rendant le bouclier inutile. Ce procédé ingénieux d'ingénierie était le reflet de la logique romaine même. Non pas seulement vaincre, mais priver l'ennemi de sa capacité à résister. La ville bourdonnait comme une ruche dans laquelle on aurait jeté un flambeau. Les femmes criaient depuis les toits, les enfants couraient affolés dans les ruelles, et la fumée masquait le soleil. Scipion observait depuis la tour, immobile. Les sources affirment qu'il pleurait, non par pitié, mais par l'horreur de ce qu'il avait créé. Ce jour-là, il vit comment la civilisation se dévorait elle-même, mais son armée ne connaissait pas la compassion. L'ordre était clair, ne faire aucun quartier. Les guerriers tuaient tous ceux qui portaient une arme, puis faisaient des prisonniers. Le soir, il n'y avait plus de rues dans la ville, seulement des ruines et des cendres. Polybe écrivit que le feu dévora Carthage 6 jours durant. Selon certaines sources, les derniers défenseurs, environ 50 000 personnes, s'enfermèrent dans le temple du dieu Eshmoun. Lorsque les Romains firent irruption, les murs avaient été enduits d'huile et le temple s'embrasa comme un flambeau. Les gens se jetaient eux-mêmes dans les flammes pour ne pas être faits prisonniers. Ce fut l'acte final, le point culminant d'une guerre qui avait duré plus de 100 ans. Mais dans le chaos de la destruction, Rome garda son sang-froid. Après l'assaut, Scipion ordonna de recenser les habitants restants. Environ 50 000 prisonniers furent vendus comme esclaves. Les autres, des centaines de milliers, gisaient sous les décombres. Ainsi, Rome, en un seul jour, effaça toute une ville, détruisant non seulement l'armée, mais aussi l'idée même de Carthage. Le terme par lequel les Romains désignaient de telles victoires sonnait presque sans émotion, excidium. Cela signifiait extermination totale. Non pas une bataille, non pas une prise, mais un effacement de la surface de la terre. Carthage tomba, mais Rome elle-même à ce moment-là changea à jamais. En tuant les autres, elle créa une nouvelle forme de guerre, une guerre sans pitié. Et désormais, ces légions ne se contentaient pas de défendre l'Empire, elles portaient la terreur au monde. Lorsque les cendres de Carthage se refroidirent, plus rien ne poussa sur cette terre. Les soldats se dispersèrent dans les camps, emportant avec eux le souvenir de la fumée et des cris. Mais l'histoire de Rome ne faisait que commencer, car ce jour-là, ce ne fut pas seulement un vainqueur qui naquit, mais un symbole de force devant lequel tout le monde antique trembla. Et pourtant, derrière ce triomphe se cachait une ombre. Rome comprit qu'elle pouvait tout détruire si elle le voulait. Et cette connaissance s'avéra plus dangereuse que n'importe quelle arme. Lorsque le feu de Carthage s'éteignit, il sembla que plus rien de vivant ne subsistait sur terre. Mais pour Rome, ce ne fut pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère, celle où la guerre se transforma en science, et la destruction en instrument de politique. Après la catastrophe de la ville, Scipion Émilien ordonna de nettoyer le territoire. Les cendres furent mélangées à la terre, et chaque pierre sur laquelle était gravé le nom de Carthage fut jetée à la mer. Ainsi, Rome a ancré son message. Personne n'a le droit de la défier. Cependant, derrière ce rituel ne se cachait pas seulement la vengeance. Les Romains agissaient de manière systématique.
Chaque quartier détruit était marqué, chaque rue enregistrée. Les centurions rapportaient combien d'ennemis avaient été tués, combien de prisonniers pris, combien de provisions trouvées. Tout était documenté, même la destruction, sous contrôle. C'était le premier exemple dans l'histoire de nettoyage total au sens administratif. L'armée, ayant traversé Carthage, savait qu'elle avait fait quelque chose que personne n'avait accompli auparavant. Et cette certitude les rendit encore plus dangereux. Ils comprirent que le monde n'était pas gouverné par la force de l'épée, mais par la discipline et l'ordre. C'est en cela que résidait la philosophie de Rome. L'une des notions clés nées de telles campagnes était le mot « discipline ». Pour les Romains, cela signifiait non pas une simple obéissance, mais un mode de vie. Chaque légionnaire savait, s'il survivait, on lui donnerait une terre. S'il périssait, son nom serait gravé sur la pierre. Cela créait un étrange équilibre entre la peur et l'honneur. Ceux qui avaient survécu à Carthage racontaient que l'odeur de la fumée et des cadavres persistait sur la terre pendant des semaines. De nos jours, les archéologues y ont trouvé des couches de cendres de plusieurs mètres d'épaisseur, mélangées à de la céramique et des restes humains. Les traces d'incendie s'étendaient sur des kilomètres. Ces données confirment les paroles des auteurs antiques. La ville fut réellement incendiée de fond en comble. Mais Rome n'a pas seulement vaincu, elle en a tiré une leçon. Des cendres de Carthage est née une nouvelle stratégie, l'intimidation. Désormais, les légions non seulement vainquaient l'ennemi, mais montraient aussi le prix de la désobéissance. Les historiens appelleront plus tard cela le principe de la paix romaine, la pax romana, la paix par la peur. Un détail révélateur fut celui dont Polybe écrivit. Avant de partir pour Rome, Scipion ordonna à ses soldats de se tenir en silence pendant qu'ils contemplaient les ruines. Puis il prononça une phrase qui nous est parvenue à travers les siècles. « Sur ce lieu, un jour, sera Rome. » Ses compagnons pensèrent qu'il avait perdu la raison. Mais il ne parlait pas de géographie, il parlait de destin. Il comprit que tout empire répéterait un jour le sort de Carthage. Après leur retour à Rome, les vainqueurs furent accueillis comme des dieux. Le Sénat organisa un triomphe. Des dizaines de chariots transportaient de l'or, des statues et des chaînes avec des prisonniers. Scipion marchait en tête, silencieux, sans triomphe dans le regard. Derrière lui, un esclave lui murmurait les mots que l'on disait à chaque général. « Souviens-toi que tu es mortel ». Mais cette tradition, destinée à rappeler l'humilité, ne pouvait plus contenir l'orgueil de Rome. Désormais, chaque légionnaire savait ce que signifiaient les mots « puissance romaine ». Ce n'était pas de l'inspiration, mais une folie rationnelle, où la destruction devenait une forme d'ordre. Les guerriers de retour chez eux racontaient Carthage comme un jugement des dieux. Et bien que Rome célébrât, beaucoup au Sénat se demandèrent pour la première fois, n'avait-il pas franchi une limite? Tacite écrivit qu'après Carthage, Rome devint différente. Il n'y avait plus d'ennemi capable de l'arrêter. Par conséquent, son propre ennemi devint lui-même. Car quand il n'y a personne à craindre, la peur se tourne vers l'intérieur. Ainsi commença une époque où l'armée cessa d'être un instrument de défense. Elle devint un instrument de pouvoir. Il est intéressant de noter que même des siècles plus tard, les commandants romains continuaient d'utiliser la leçon de Carthage comme référence. Ils se référaient à Scipion lorsqu'il fallait justifier les exécutions de masse, le pillage des villes ou les déplacements forcés. La formule était simple, la solution carthaginoise. Cela signifiait la destruction du problème avec ses porteurs. Et bien qu'il semblât que Rome eût atteint son apogée, à l'intérieur de l'Empire commençaient déjà à germer les graines de sa future perdition. Car celui qui, une fois convaincu de sa propre impunité, perd la peur. Et sans peur, il n'y a pas de prudence. Mais tant que s'élevaient les voiles aux aigles rouges au-dessus de la mer Méditerranée, personne ne pouvait imaginer que la leçon de Carthage se retournerait un jour contre Rome elle-même. Après la destruction de Carthage, Rome entra dans un siècle où l'idée même de la guerre devint pour elle un état naturel. L'armée, ayant traversé le feu, ne connaissait désormais plus de limites. Scipion revint en héros, mais au Sénat on chuchotait déjà « trop grand, trop populaire, trop indépendant ». Celui qui est capable d'anéantir tout un peuple est capable de plus. Ainsi naquit une nouvelle anxiété, la peur de sa propre force. Les Romains étaient fiers de leur organisation militaire, mais des changements commencèrent à se produire à l'intérieur de cette machine. Les soldats, ayant traversé Carthage, ne voulaient plus retourner à la charrue. La vie civile leur était trop étroite. Ils réclamaient des terres, des récompenses, un statut. C'est précisément de cette masse sociale que naîtront plus tard des armées qui combattront, non pas pour Rome, mais pour leur commandant. L'idée de l'État commença à céder la place à celle de la loyauté personnelle. Les historiens appelaient cela la professionnalisation des légions. Chaque légion devint non seulement une unité militaire, mais une force autonome. Les soldats servaient 20 ans et plus.
Ils connaissaient la tactique, savaient construire des ponts, ériger des fortifications, tracer des routes. Tout était gravé dans leur esprit. Comment marcher, comment attaquer, comment tuer. Mais progressivement, une ligne s'effaçait. Pourquoi? En ce temps-là, un nouveau concept se renforce dans l'armée, la fides, c'est-à-dire la loyauté personnelle. Non pas à Rome, mais au commandant. Le général devenait une idole, le maître des destins de ses hommes. Après Scipion, cette tendance sera reprise par Marius et Sylla, puis César, et chacun d'eux deviendra non pas simplement un général, mais une figure politique. L'armée romaine, autrefois obéissante au Sénat, se transformait en instrument d'ambition. Les découvertes archéologiques des camps de cette période, vestiges de tablettes avec les noms des commandants, inscriptions sur les armes, montrent comment la psychologie du légionnaire changeait. Si auparavant on écrivait SPQR, le Sénat et le peuple de Rome sur les épées, désormais des noms personnels sont de plus en plus souvent rencontrés. La guerre cessa d'être l'affaire de la République, elle devint une affaire privée de force. Mais le souvenir de Carthage vivait. Chaque nouveau général rêvait de sa Carthage, d'une victoire qui inscrirait à jamais son nom dans l'histoire. Cette soif de gloire devenait le moteur de l'expansion romaine. L'Afrique, l'Espagne, la Gaule, la Bretagne, tout passait sous le glaive. Et partout résonnait l'ombre du même slogan « Rome ne connaît pas la pitié ». Progressivement, la destruction cessa d'être une exception. Elle devint la norme. Les villes qui résistaient étaient brûlées. La population était vendue en esclavage. L'économie était bâtie sur le butin, non sur la création. Même dans la capitale commencèrent à apparaître des marchés où l'on vendait des prisonniers par milliers. Les gens, capturés sous des cieux étrangers, devenaient partie intégrante du cycle machinal, commencé autrefois à Carthage. Les historiens notent que c'est précisément après cette période qu'un nouveau terme apparaît dans les chroniques romaines, la décimation. Il signifiait l'exécution de chaque 10e homme dans une unité coupable. Ce n'était pas simplement une punition. C'était un rappel que la discipline est au-dessus de la vie. Et bien que la méthode ait été appliquée pour la première fois dès l'époque républicaine, c'est précisément dans les décennies post-carthaginoises qu'elle devint une pratique constante. La décimation, un symbole de la philosophie romaine du pouvoir. Personne n'était irremplaçable. Chacun devait obéir, même si la mort se tenait à ses côtés. Peut-être est-ce précisément cette disposition au sacrifice de soi qui fit de Rome la plus grande puissance de son temps. Mais elle le priva aussi de son humanité. Polybe écrivait qu'après Carthage, les Romains commencèrent à craindre la paix. Dans la paix, il n'y avait pas d'exploit, pas de gloire, pas de justification pour leur discipline. Il leur fallait combattre pour sentir qu'ils étaient vivants. Et plus ils conquéraient, plus ils s'éloignaient de leur essence originelle, une union de citoyens prêts à défendre leur foyer. Il est frappant que malgré toute sa cruauté, Rome restait obsédée par l'ordre. Même en détruisant, elle observait un rituel. Après chaque campagne, des routes étaient construites, des hôtels érigés, des rapports rédigés, tout était documenté. Même la douleur se transformait en bureaucratie. Carthage devint pour les Romains non seulement un symbole de victoire, elle devint un miroir dans lequel se reflétait leur avenir. Car celui qui, une fois qu'il a appris à détruire, ne peut plus s'arrêter. Et quand toute la terre fut soumise, il ne resta qu'un seul ennemi, Rome elle-même. Et alors, ce qui avait commencé comme une quête de gloire se transforma en un chemin vers son propre déclin. Mais cela viendrait plus tard. Tant que les aigles des légions planaient au-dessus de la mer Méditerranée, il semblait que Rome était éternelle. Il semblait, parce que personne ne savait encore à quelle vitesse cette puissance se transformerait en poussière, comme Carthage autrefois. Vers le milieu du 1er siècle avant notre ère, Rome cessa d'être une république au sens habituel. Elle se nommait encore ainsi, res publica, la chose publique. Mais en réalité, tout était subordonné à ceux qui commandaient les armées. Le Sénat devint une arène d'intrigue. Le champ de bataille se déplaça à l'intérieur. Carthage avait été détruite. Mais son ombre s'étendait sur tout Rome. Désormais, la ville se battait contre elle-même. Les racines de cette maladie plongeaient précisément là, dans les cendres de l'Afrique. Après cette grande victoire, les Romains furent convaincus que toute puissance pouvait être mise à genoux par eux. Cette conviction les rendit invincibles à l'extérieur, mais vulnérables à l'intérieur. Quand il n'y eut plus d'ennemis, les généraux commencèrent à chercher la gloire non pas au-delà des mers, mais dans les murs de la ville elle-même. Ainsi commencèrent les guerres civiles. Le premier à briser l'ordre ancien fut Caius Marius. Il était ce que l'on appellerait aujourd'hui un réformateur, mais ces réformes modifièrent l'essence même de l'armée.
Il abolit le sens de propriété et commença à enrôler dans les légions les pauvres, ceux qui n'avaient ni terre ni bien. Pour eux, la guerre devint le seul moyen de subsister. Désormais, le légionnaire ne servait plus l'État, il servait celui qui payait sa solde. Ainsi naquit une dépendance qui rongea l'idée même de la République. Après Marius vint Sylla, un homme qui décida que le pouvoir pouvait être pris par la force si l'on commandait des légions. Sa marche sur Rome en 88 avant Jésus-Christ fut un événement qui, 100 ans auparavant, aurait semblé impensable. Les soldats entrèrent pour la première fois dans la ville non comme des défenseurs, mais comme des envahisseurs, et personne ne put les arrêter. Sylla devint dictateur, mais il ne détruisit pas les institutions, il les soumit. Il comprenait, la stabilité est plus importante que la justice. Il fit exécuter des milliers de Romains, inscrivit leurs noms sur des listes de proscription, et fit tout cela sous le slogan « Au nom de l'ordre ». Ironie du sort, celui qui voulait ramener Rome aux anciennes vertus les détruisit lui-même. Ces événements peuvent être considérés comme l'héritage direct de Carthage. Là, parmi les ruines, Rome a pris conscience pour la première fois que la peur est plus fiable que le respect. Et maintenant, cette peur s'est retournée vers l'intérieur. Les citoyens craignaient leur propre commandant, les sénateurs craignaient l'armée craignait l'inaction. Et c'est pourquoi les guerres continuaient. Non plus avec des étrangers, mais avec des voisins, des amis, des parents. Les historiens trouvent dans les archives des lettres de soldats de ces années-là, de courtes notes, gravées sur des tablettes. Nous marchons sur Rome. On nous a dit que c'était nécessaire pour rétablir l'ordre. Le commandant a promis de la terre. Si je meurs, dis à ma mère que j'ai été fidèle. Ces lignes sonnent presque comme les lettres des légionnaires de Carthage. Seulement maintenant, l'ennemi n'est plus outre-mer, mais chez soi. La psychologie de la guerre, éduquée par l'exemple de Carthage, est devenue une culture interne. Les Romains ne savaient plus comment vivre en paix. Même pendant les périodes d'accalmie, de nouveaux camps étaient construits, les légions s'entraînaient, les armes étaient forgées. La paix était perçue comme un état temporaire entre les campagnes. Les triomphes sont devenus le symbole de cette époque. Chaque général y aspirait, comme une confirmation de sa propre importance. Des processions avec des prisonniers et des trésors parcouraient les rues de Rome presque chaque année. Mais plus les victoires étaient célébrées, moins il restait de véritables ennemis. Le triomphe devint un rituel d'auto-illusion. Rome se célébrait elle-même. Finalement, sur ce terreau, un homme grandit qui enterrerait définitivement la République, Caius Julius César. Ses campagnes en Gaule, sa discipline, son culte de l'armée, tout cela est la continuation directe de ce que Rome avait appris de Carthage. Lui non plus ne connaissait pas la pitié. Les villes qui s'opposaient à lui étaient incendiées. Les prisonniers étaient tués par milliers. Il agissait selon le même principe. Si l'ennemi résiste, il ne doit plus exister. Mais César fit un pas de plus. Il comprit que le véritable pouvoir n'était pas dans les épées, mais dans les symboles. Il transforma l'armée en un instrument de théâtre politique. Ses soldats portaient non seulement les étendards, mais aussi son nom. Quand il traversa le Rubicon, il répéta le chemin de Scipion. Seulement cette fois l'ennemi était le Sénat. Et c'est alors que Rome se transforma définitivement en ce qu'elle avait elle-même détruit autrefois, en une monarchie déguisée en république. Carthage mourut dans les flammes, mais son esprit survécut, dans la discipline, dans la peur, dans la logique impitoyable de la force. Et quiconque, après Scipion, tenta de construire un nouvel ordre, répéta inévitablement son chemin. Rome devint ce qu'elle avait elle-même détruit autrefois, un empire vivant par la guerre. Et en cela réside la principale ironie de l'histoire. La victoire sur Carthage ne fut pas une fin, mais le début de la fin.